Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue sur les 4 vérités. Ce jour, Monsieur Hubert Essomba est avec nous pour nous dire toutes les vérités sur son nouvel ouvrage. Monsieur Hubert Essomba, bonjour. Bonjour et bonjour aussi à vos téléspectateurs. Vous êtes l'auteur du livre Le Cameroun indépendant, une moisson coloniale, un regard géopolitique. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs, M. Hubert Essomba? Justement, je suis, comme vous l'avez si bien dit en début de votre propos, je suis effectivement Hubert Essomba, je suis enseignant d'histoire et géographie d'abord dans les lycées et collèges, chercheur aussi dans les questions qui concernent beaucoup plus le développement, les questions de paix et beaucoup plus les questions de la configuration des nations actuelles en Afrique. Je suis géopoliticien parce qu'il y a justement une nuance entre politologue et géopoliticien. Et je suis également néo-panafricain, parce que je ne suis pas panafricaniste, je suis plutôt néo-panafricain. Néo-panafricain, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire qu'une nouvelle vision de ceux qui veulent une véritable prospérité, c'est-à-dire une prospérité durable pour l'Afrique. C'est ça que j'appelle néo-panafricain. Et vous enseignez où, M. Hubert Essomba? Justement, je suis actuellement surveillant général au lycée de Légué-Sono. C'est vrai que je n'aime pas en faire de la publicité de ce côté-là parce que ça, c'est un autre domaine. Ça n'a rien à voir avec mes options et même ma vision de l'histoire de notre pays et même de notre Afrique. Donc, je suis actuellement à Légué-Sono. Alors, M. Hubert Essomba, quand on observe les éditions universitaires européennes, où paraît votre livre, force est de constater que beaucoup d'auteurs africains y sont publiés. Alors, quelle est l'histoire de votre rencontre avec cet éditeur? Oui, effectivement, en fouillant un peu dans la... Parce que Facebook, Twitter, WhatsApp et ainsi de suite ne sont pas que des facteurs négatifs, c'est aussi des facteurs qui peuvent nous permettre d'accéder à des choses utiles. Justement, en fouillant dans le net, c'est là où je tombe donc sur cet éditeur-là qui est en train de tendre la main aux écrivains, beaucoup plus des écrivains des pays sous-développés, parce que des pays qui justement ont une carence dans l'avoir matériel. Donc ils font donc dans la promotion de ces écrivains-là. Nous allons naturellement aborder le contenu de votre nouveau livre dont le titre est singulier, Le Cameroun indépendant, une moisson coloniale, un regard géopolitique. C'est le tout premier livre? Non, pas du tout. J'ai d'abord un premier. Il a pour titre Le Cameroun, une ou des nations. Là, j'ai justement fait l'essai d'analyse géopolitique. Bon, ça, c'est le deuxième aujourd'hui. Et je vous garantis également un troisième qui est en train d'être paraphé aussi, qui pourra avoir son titre comme l'Afrique et les chagrins de la captivité. Alors, pouvez-vous nous parler du choix de ce titre fort évocateur? Oui, justement, parce que j'ai un souci pour pouvoir être un peu plus court, un souci pour un développement durable et une paix presque infinie chez nous. Et pour en arriver à ce niveau, il faut effectivement soulever les problèmes de fond et non les cicatriser de manière à penser qu'on a réussi à poser un véritable... Non, il faut passer par un diagnostic vrai, un diagnostic solide qui permettra donc en réalité de pouvoir véritablement solutionner ces problèmes. Vous avez choisi de traiter dans ce livre un sujet particulièrement sensible, oui, dans le feu d'une actualité que vous paraissez aborder avec beaucoup de recul. Pouvez-vous revenir sur ce qui a déclenché l'acte d'écriture sur la question de la réunification de deux Cameroun et de l'épisode de l'indépendance immédiate du Cameroun? Oui, effectivement, c'est une question quand vous la posez. C'est vrai que je l'ai souvent évité dans d'autres médias et peut-être je pourrais dire 2 ou 3 mots en question, surtout de la réunification, parce que ce qui est un peu gênant, c'est comme si au Cameroun, nous avons peur de notre histoire. Nous ne devrions pas en réalité avoir peur de notre passé, parce que l'histoire est le ciment qui
qui permet de relier notre passé, notre présent et notre futur. Ce qui fait que si nous cachons la vérité, ça va malheureusement peser sur nos épaules, comme un peu ce que vous vouliez. Je n'entre pas dans votre jardin, c'est que je suis convaincu que vous vouliez parler justement des problèmes aujourd'hui du nord-ouest, du sud-ouest. Bon, peut-être que ce n'est pas encore ça le problème. Revenant un peu sur le sujet de la réunification et de l'indépendance immédiate, c'est qu'en fait, le Cameroun est aussi accosté par les grandes puissances aussi bien au 19e siècle qu'un peu avant. Et c'est l'Angleterre qui arrive justement, la première puissance à pouvoir s'installer sur la côte camerounaise, mais qui ne réussit pas à ficeler un véritable traité avec les chefs locaux. Puis arrivent les Français qui vont quelque peu signer quelques traités, mais qui ne vont pas avoir une grande portée. Mais c'est les Allemands qui arriveront un peu plus tard, notamment dans les années 1880, qui vont finalement réussir à signer avec les chefs d'Ouala un traité que tout le monde sait très bien, le 12 juillet 1884. Mais dans la nuit, c'était un samedi en plus, c'était justement des petits secrets que les gens ignorent au Cameroun. Pourquoi la nuit et pourquoi un samedi? Il y a beaucoup de choses qui sont à l'intérieur qu'il faut justement fouiller. Alors maintenant, le Cameroun est devenu protectorat allemand. Nous sommes justement le 12 juillet 1884 et ça jusqu'en 1916, date à laquelle l'Allemagne est presque chassée du Cameroun et que le Cameroun est partagé entre l'Angleterre et la France. Ça, ce sont là justement les contrats de la Première Guerre mondiale. Là maintenant, le Cameroun devient un peu ce qu'on a appelé un condominium franco-britannique. Après donc ce statut de condominium franco-britannique, en 1919, date à laquelle on voit naître la SDN, qui maintenant prend les anciennes colonies, les anciennes positions allemandes et les remettre justement aux vainqueurs, comme c'était justement l'objet de la guerre. C'est donc comme ça que le Cameroun devient un pays sous mandat de la SDN, mais dont la gestion est confiée à la France et à l'Angleterre. Et c'est là où commencent justement aussi les revendications des populations locales. Parce que celles qui iront du côté du Nigeria vont revendiquer leur spécificité. Parce qu'il ne faut pas seulement comprendre qu'aujourd'hui qu'ils revendiquent, je ne sais pas tous bien sûr, ceux qui sont allés du côté du Nigeria ne voulaient pas être absorbés par le Nigeria. Ils voudraient effectivement garder en eux leur identité de camerounité. Ils ont justement opposé des vives résistances là-bas, mais bien sûr verbales. Et cela n'a pas été véritablement solutionné. Pendant que ceux qui sont restés du côté français ici avaient également un souci de pouvoir se libérer, de la domination française qui était nouvelle, et ensuite de l'ancienne domination, parce que l'Allemagne y était encore là. Vous allez trouver qu'il y en avait justement deux concepts sur le territoire camerounais. Il y avait la germanophilie et la francophilie, c'est-à-dire ceux qui sont favorables à la France et ceux qui sont favorables aux Allemands. Nous connaissons bien tous cette actualité, c'est l'histoire de notre pays. Bon, au sorti donc de là, nous sommes justement là en 1945, date à laquelle la SDN meurt pour céder sa place justement à l'ONU. L'ONU récupère justement certains territoires qui ne sont plus les territoires sous mandat, mais qui deviennent maintenant les territoires sous tutelle de l'ONU, mais dont la gestion est confiée à la France et à l'Angleterre. Je ne vais pas revenir sur toutes les étapes pour simplement dire qu'en 1960, justement le 1er janvier, le Cameroun français accède à une indépendance que je risque de ne pas bien qualifier ici, même comme moi je pense que ce n'était pas justement une indépendance, puisque mon livre en dit que si c'était une indépendance, nous continuons à rester donc justement une moisson coloniale. Pendant que ceux qui sont allés du côté du Nigeria sont divisés un peu en deux tendances. Il y a ceux qui sont favorables à leur rattachement, leur retour au Cameroun, désormais français, et ceux qui disent qu'il vaut mieux qu'ils se rattachent au Nigeria. D'autres disent même qu'il faudrait qu'ils aient un territoire autonome à eux. Donc il y a effectivement trois tendances. Il n'y en avait pas seulement que deux. Donc c'est contre le coup de l'histoire que le plébiscite de 1961 en février va permettre à ce que la partie septentrionale du Cameroun britannique se rattache au Nigeria, pendant que la partie méridionale va se rattacher au Cameroun français, d'où la réunification qui arrive dans un contexte un peu comme un cafouillage le 1er octobre 1961. Et vous savez donc à ce moment-là qu'on devrait donc parler de deux indépendances. L'indépendance du Cameroun français et l'indépendance du Cameroun britannique. Je suis un peu persuadé qu'on n'a pas beaucoup plus d'une seule. Votre écriture, M. Hubert Essomba, semble porter une sous-lumière que l'on peut ressentir à travers votre résumé
Est-ce là le résultat d'une tension entre l'actualité brûlante de l'heure et la tentative de prise de distance de l'écrivain que vous êtes? Non, peut-être pas une espèce de douleur pour pouvoir prendre du recul, mais ça fait justement problème parce que nous avons les larmes aux yeux. Que nous, Camerounais, lorsqu'on parle de notre indépendance, ça veut dire qu'on devrait redevenir Camerounais. Pour ne pas vous dire déjà dans notre histoire que le mot Cameroun même dérive de Camaroès, qui est une expression portugaise, qui découvre les crevettes sur la rivière, sur le fleuve Vouri, un phénomène qu'ils ignoraient chez eux, qui était bien connu, parce qu'il faut vous le dire, qui était bien connu par les côtiers. Déjà même que si vous allez dans la zone côtière, leur croyance est basée sur le génie des eaux, le miengu dans leur langue. Ça veut dire que est-ce qu'on ne peut pas associer la présence de ces crevettes-là à cette réalité qui est un peu comme si c'était les intermédiaires des côtiers. Alors, si donc nous avons, nous tous, accepté le mot Camaro, c'est-à-dire Cameroun, rivière de crevettes, comme nous ne sommes pas qu'une rivière, ça veut dire qu'au moment des indépendances, il aurait fallu tout simplement qu'on redevienne que des Camaros, donc des Cameroun, pas de Cameroun francophone ni Cameroun anglophone. C'est ça qui énerve un peu l'écrivain que je suis. Le Cameroun, à l'époque coloniale, au cœur de cet ouvrage, ou du moins sa prise en otage par les puissances impérialistes, portant un projet politique, une prise de parole qu'on imagine complexe quand on est Camerounais et qu'on habite à Yaoundé, M. Hubert Essomba. Oui, justement, vous allez vous rendre compte que lorsqu'on parle aujourd'hui, parce que je vais rester dans une mouvance où la population devrait un peu être en phase avec nous. Vous voyez, aujourd'hui, on parle du vivre ensemble. Le vivre ensemble est loin d'être une réalité chez nous. Parce que nous subissons les caprices de la colonisation. Vous allez voir effectivement qu'il y a une nuance entre région et province. Je ne sais pas si toutes les populations au Cameroun sont suffisamment informées de la différence entre province et région. Or, la province vient justement de 26. C'est-à-dire vous êtes un vaincu, c'est-à-dire un territoire autrefois autonome qui a perdu justement son autonomie et qui devient un territoire périphérique qui reçoit désormais les ordres d'un autre centre. C'est ça la province. Et ces régions que nous connaissons aujourd'hui au Cameroun sont effectivement le résultat de l'échec pendant la période de conquête allemande et même française à la période coloniale. Ce qui veut dire qu'il s'agit justement des provinces et non des régions. Pour parler des régions, il va falloir justement qu'on s'interroge. Qu'est-ce qu'une région? C'est justement cet espace qui a une autonomie et une personnalité géographique. Vous ne pouvez pas finalement nous déterminer la personnalité géographique d'une région qu'on pourrait appeler le centre, le sud et l'est. Alors que ces trois ensembles, en géopolitique et même en géographique, formeraient tout simplement un même espace géopolitique constituant donc une région autonome ayant une personnalité géographique pouvant être appelée le plateau sud camerounais, n'est-ce pas? Et vous allez du côté de la côte, c'est presque la même chose, on pourrait parler de la plaine côtière. Vous allez un peu du plateau au plateau de l'ouest, il n'y a pas une région du nord-ouest, du sud-ouest et même de l'ouest. Il faut juste parler des grasses comme à l'époque, tout simplement les hauts plateaux de l'ouest. Il en est même de la Damawa, tout comme les plaines du nord et les monts Mandara. C'est pour cela que pour parler d'une bonne décentralisation chez nous, je vous rassure, il vaut mieux chercher d'abord à redessiner la géographie du Cameroun pour pouvoir déterminer les régions qui sont des espaces ayant une personnalité géographique sur le territoire du Cameroun et non des circonscriptions administratives qu'on peut changer de nom tantôt portant la casquette des régions, tantôt portant la casquette de province. Et ça nous cause justement pas mal de difficultés. Alors, pouvez-vous revenir sur le concept de moisson coloniale qui est traité dans votre livre et que vous semblez, autant pour moi, avoir bien observé au Cameroun? Qu'est-ce que cela traduit justement? Et justement que le Cameroun, pendant la colonisation, a subi des transformations assez graves, tout à la fois physiques et plus spirituelles. Vous savez, lorsqu'on parle des forces de pénétration pendant la conquête coloniale,
on ne liste pas beaucoup plus, on les liste mais on ne les détermine pas en termes de rôle. On risque de vous dire qu'il y en avait justement les explorateurs, les missionnaires, les commerçants et les militaires. On se limite à ça. Mais quel a été le rôle du missionnaire? Quel a été le rôle de l'explorateur, du commerçant et du militaire? C'est là où, en très peu de mots, vous allez vous rendre compte que pendant que l'explorateur n'a pour seul rôle tracer les chemins, parce qu'il faut être un peu plus simple. Si les itinéraires déterminés sont là, justement au Cameroun, on a une marque, les chutes de Nachtigal. Est-ce qu'il n'y en avait pas de Camerounais pour pouvoir leur en donner le nom de chute de je ne sais pas, ça peut être attendre, pourquoi même pas, ils sont moi-même comme je n'habite pas cette zone. Donc, c'est parce que c'est Nachtigal qui est l'explorateur et qui passe par là, et on lui confie justement cette marque-là, ça devient donc les chutes de Nachtigal. C'était justement ça, le rôle des explorateurs. Après les explorateurs arrivent les commerçants qui ont pour rôle, non seulement dans leur commerce, signer surtout les traités avec les chefs locaux, et dans leur gibecière, les gars avaient justement de l'alcool. Donc vous savez très bien que tous les traités que les chefs locaux ont signés à l'époque avec les colons qui arrivaient, c'était sur le coup de l'alcoolisation. Et je vous dis justement, ça a été le cas du traité germano-douala signé d'ailleurs un samedi et dans la nuit, parce que l'alcool avait justement fonctionné. Parce que justement, si vous prenez ce traité-là, vous serez un peu curieux de rencontrer deux formulations. J'ai fait justement aussi confiance à l'un de mes enseignants à l'université, notamment le professeur Abois, qui en fait également le même constat. Vous allez voir qu'il est difficile pour quelqu'un qui abandonne quelque chose et qui émet dans le même espace de temps des réserves. On ne peut pas abandonner et émettre des réserves. Vous allez lire le même texte, vous allez voir que pendant que les chefs de Douala abandonnent leur espace aux colons allemands, ils mettent également des réserves. Ce seront ces réserves-là qui ne seront pas appliquées, qui vont créer la brouille entre Mangabel et les chefs locaux, alors, et les Allemands. Et pour les missionnaires, maintenant donc que le corps est asphyxié par rapport à l'alcool, ou la nuit, tous les chats sont gris, parce que c'est une expression qui dérive justement des conséquences que la confusion alcoolique en est responsable dans nos mœurs au quotidien. Les missionnaires en ont un rôle assez fondamental, celui d'apprivoiser la dimension spirituelle. Mais voilà l'homme dans sa totalité presque apprivoisé, et il restait quand même quelques zones de dissidence là où le militaire est venu pour pouvoir les dissuader par les exécutions, comme vous pouvez les qualifier. Maintenant, nous sommes donc dans la logique de la colonisation. Au moment donc de ressortir de la colonisation, il va falloir que le corps soit décolonisé et que l'esprit soit aussi décolonisé. La moisson coloniale, si vous en faites juste un petit exemple au quartier, ou même ici à la maison, chez Ariane, je ne pense pas que ça soit aussi comme ça, vous faites un petit festin auquel vous allez mettre d'un côté les mets locaux et de l'autre côté les mets venant de l'Occident. Vous allez vous rendre compte que les gens qui seront conviés aux mets venant de l'Occident vont vous porter à cœur. Et ceux qui seront conviés au festin dont les mets sont justement les éléments de notre milieu physique, vont plutôt estimer que vous leur avez réservé un mauvais accueil. Et ça donne justement toute la lumière sur ce que j'appelle la moisson coloniale. Merci. Dans ce livre, il est également question de transmission d'informations, mais surtout de vérité. Oui. Alors, comment l'écriture peut-elle être un moyen de lutte contre l'obscurantisme, la sécession, le tribalisme, l'ethnocentrisme et même le fanatisme autant pour moi? Parce que justement, l'écriture permet à ce qu'on en arrive à la situation dans laquelle chaque individu dans la cité se trouve à sa place et ne joue que son rôle. Et lorsque nous aurons une cité où les individus ont été transformés en citoyens vertueux, où chacun ne va jouer que son rôle étant à sa place, il n'y aura plus jamais d'obscurantisme, il n'y aura plus jamais de problème. Parce que, et c'est là même qu'on parle justement du vivre ensemble, que j'aime dire à mes étudiants qui m'écoutent de temps en temps que le vivre ensemble s'assimile tout simplement à la cohésion de rôle et de fonction. Que votre rôle fondamental à la communauté, vous le jouez et vous restez à votre place et à vous. C'est un peu ce que les anglo-saxons appelleraient the right man in the right place. Justement ça. C'est-à-dire que si moi je suis ensemble, comme je vous l'ai dit en début de notre
entretient ici. Et que je me retrouve en train de régler la circulation en route. Vous voyez que ce n'est pas ma place là-bas. Il y aura forcément problème. Et c'est ça justement l'interpellation, la vérité cosmologique que l'écrivain essaye de chercher à mettre et à servir à la population. Alors, quels sont vos auteurs référents en littérature? Selon votre résumé, on sent comme un parti pris remarquable au niveau du style et de l'écriture dans votre ouvrage. Au-delà de votre propre voix, l'écriture d'un autre auteur vous a-t-elle fortement influencé? Oui, justement, j'ai plein d'auteurs qui ont galvanisé justement ma réflexion. Ils sont à la fois endogènes et exogènes. Je ne vais pas tous les lister ici, beaucoup pourront m'excuser. Sur le plan local, j'ai été tellement flatté de la manière d'aborder les problèmes de développement et sur la spiritualité de l'avoir matériel que le professeur Ebenezer Djomouele, dans la plupart de ses ouvrages, il en a justement le génie. J'ai justement regardé avec intérêt l'écrivain comme l'historien comme le professeur Daniel Aboua. Je ne peux pas oublier mon professeur Kenny Fodop, qui effectivement est dans la même mouvance. Et j'en ai aussi les écrivains, comme je ne peux pas citer tous les Camerounais, j'en ai également quelques-uns de l'autre côté de l'Occident, comme les Franck Fanon. Parce que quand Franck Fanon vous dit la peau noire et un masque blanc, c'est un peu comme s'il était en train de parler de la moisson coloniale, c'est-à-dire ce mimétisme où on veut devenir ce qu'on est convaincu qu'on ne sera jamais. C'est un peu une interpellation qu'il envoie aussi à nous autres, pour qu'on sache très bien que si nous sommes Camerounais, si nous sommes Africains, cherchons à solutionner nos problèmes par rapport à notre dialectique entre nous et notre environnement. C'est un peu ça. Peut-on trouver votre livre, M. Hubert Somba? Oui, justement, notre livre actuellement a un problème de présence physique sur les librairies au plan local, mais il est tellement en ligne dans la plupart des maisons en ligne, notamment parce qu'il faut parler justement d'Amazon. Il faut parler, je ne peux pas toutes les citer, mais justement, la vente est beaucoup plus en ligne. Parce que là-bas, il y a même aussi une autre possibilité, parce que nous, les Camerounais, on avait toujours tendance à penser que pour acheter un livre, il faut l'avoir dans son entièreté. Or, la vente en ligne, là-bas, il y a possibilité de télécharger un certain nombre de chapitres à un certain prix. Donc, ça fait qu'il y a beaucoup d'ouverture pour pouvoir, ne serait-ce qu'obtenir quelques éléments du livre. Mais le livre, en réalité, lui, il est beaucoup plus en Europe, beaucoup plus au sein de l'Union européenne, donc basé en Allemagne. D'accord. Alors, pouvez-vous nous recommander 2 ou 3 lectures pour terminer cet entretien? Bien évidemment, c'est vrai que ça risque de me gêner parce que je ne peux pas vous indiquer un chapitre qui me tient tellement à cœur, puisque tous me tiennent à cœur, parce que là-dedans, je suis persuadé que si vous tombez sur le ritualisme dans le quotidien des Camerounais que j'ai mis au chapitre 3, ça risque de vous prendre toute votre vie, parce que vous serez effectivement flatté de la manière dont les choses se sont déroulées chez nous ici. Il y a également la domestication de notre culture, qui, c'est bien beau de dire aujourd'hui que nous sommes un pays de diversité, un pays de ceci, mais est-ce que cette diversité est une diversité utile? Voilà pourquoi vous trouverez dans cette diversité, moi j'ai parlé d'un autre nouveau concept, l'importance publique de la différence. Vous trouverez cette expression là-bas et qui va vous intéresser davantage. Okay. Au-delà de en dehors de votre livre, est-ce qu'il y a quand même d'autres livres que vous pouvez recommander? Justement. Voilà. Je peux également vous recommander, moi je suis persuadé, si vous lisez profondément Ebenezer Djomouele dans la médiocrité à l'excellence, vous allez comprendre beaucoup de choses sur le territoire du Cameroun. Si vous lisez un peu le Cameroun, l'histoire du nationalisme camerounais qu'a écrit le professeur Daniel Aboua, vous serez suffisamment édifié. Merci M. Hubert Somba. Merci aussi grandement, c'est moi qui vous remercie. Madame, Monsieur, sur ce, s'achève cette émission Les Crates et Vérités. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.